Le 23 juillet 2022, à 6h30 du matin, les pelleteuses de l'entreprise Vinci Construction ont découvert quelque chose qui allait bouleverser 3 familles françaises. Lors des travaux d'élargissement de la départementale 93, près du village de Sainte-Victoire en Provence, les ouvriers ont mis au jour 3 squelettes humains enterrés à 2 mètres de profondeur. Ce qui rendait cette découverte particulièrement troublante, c'était l'état de conservation des vêtements et des objets personnels retrouvés avec les corps. Une alliance gravée, Célestin et Violette pour toujours, un stéthoscope médical et surtout les restes d'un petit squelette d'environ 7 mois de gestation. Ces corps appartenaient à un couple et à leur amie enceinte, disparue 11 ans plus tôt lors d'un week-end de camping qui devait être un moment de détente avant l'arrivée du bébé. Leur disparition avait mobilisé des centaines de gendarmes, fait la une des journaux régionaux pendant des semaines et laissé 3 familles dans une angoisse permanente. Aujourd'hui, la vérité qui a émergé de cette terre provençale est bien plus sombre que tout ce que les enquêteurs avaient pu imaginer. Qu'est-ce qui avait pu pousser quelqu'un à enterrer 3 personnes innocentes dans cette campagne paisible? Et pourquoi fallait-il absolument faire taire une jeune journaliste enceinte au point de tuer également ses 2 meilleures amies? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les affaires criminelles réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. L'histoire commence en 2011, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette terre méditerranéenne où les champs de lavande s'étendent à perte de vue et où les villages perchés dominent des vallées baignées de soleil. C'est ici, entre Aix-en-Provence et les contreforts de la montagne Sainte-Victoire, que vivaient Célestin et Violette Bonnard, un couple uni depuis leurs études de médecine à l'université d'Aix-Marseille. Célestin Bonnard, âgé de 32 ans, était sommelier dans un restaurant gastronomique du centre-ville d'Aix-en-Provence. Grand, mince, avec des cheveux châtains toujours impeccablement coiffés, il possédait cette passion dévorante pour les vins de sa région natale qui le rendait intarissable lors des dégustations. Fils d'un viticulteur de Châteauneuf-du-Pape, il avait grandi entre les vignes et connaissait chaque appellation, chaque millésime, chaque subtilité des terroirs provençaux. Sa clientèle l'appréciait pour sa capacité à raconter l'histoire de chaque bouteille comme s'il s'agissait d'un roman familial. Son épouse, Violette Bonnard, était obstétricienne à la maternité de l'hôpital municipal d'Aix-en-Provence. À 29 ans, cette femme aux cheveux bruns bouclés et aux yeux verts pétillants avait déjà mis au monde plus de 800 bébés. Elle était reconnue par ses collègues pour sa douceur avec les futures mères et sa capacité à gérer les accouchements les plus compliqués avec un calme olympien. Les patientes la surnommaient affectueusement « l'ange de la maternité », tant elle savait les rassurer dans les moments les plus angoissants de leur vie. Le couple habitait une maison mitoyenne dans le quartier des Lauves, une zone résidentielle calme située au nord d'Aix-en-Provence, non loin de l'atelier de Paul Cézanne. Leur maison, typiquement provençale, avec ses murs en pierre ocre et ses volets bleus, donnait sur un petit jardin où Violette cultivait des herbes aromatiques qu'elle utilisait pour cuisiner. Le dimanche matin, on pouvait souvent les voir au marché des producteurs de la place Richelme, Célestin sélectionnant les meilleurs fromages de chèvre des Alpilles, tandis que Violette choisissait les légumes pour leur repas de la semaine. Leur amie la plus proche était Isaline Poulain, une journaliste indépendante de 27 ans spécialisée dans les enquêtes sociales. Petite, énergique, avec des cheveux roux frisés qui semblaient toujours en bataille, Isaline possédait cette curiosité insatiable qui fait les grands reporters. Elle écrivait principalement pour des magazines régionaux et des sites d'information en ligne, se concentrant sur les problématiques de santé publique et les dysfonctionnements administratifs. Son appartement dans le quartier de la Rotonde, près de la gare, était tapissé de coupures de presse et de dossiers d'enquête soigneusement classés. Les 3 amis s'étaient rencontrés lors de leurs études supérieures à Aix-en-Provence. Bien que suivant des cursus différents, Célestin et Violette en médecine, Isaline en journalisme à l'Institut de journalisme de Marseille,
Ils avaient tous fréquenté les mêmes cafés étudiants et participé aux mêmes soirées. Leur amitié s'était forgée au fil des années, résistant aux examens, aux premiers emplois, aux relations amoureuses et aux changements de vie. En juillet 2011, Isaline était enceinte de 7 mois de son premier enfant. Le père était David Marchand, un photographe freelance avec qui elle partageait sa vie depuis 3 ans. Leur relation était passionnée, mais compliquée, David étant souvent en déplacement pour ses reportages. La grossesse d'Isaline avait quelque peu apaisé les tensions du couple, David ayant accepté de réduire ses voyages pour être présent lors de l'arrivée du bébé. La région où il vivait était marquée par cette douceur de vivre méditerranéenne qui attire chaque année des millions de touristes. L'été 2011 était particulièrement chaud, avec des températures dépassant régulièrement les 35 degrés. Les champs de lavande étaient en pleine floraison, dégageant ce parfum caractéristique qui embaumait toute la campagne environnante. C'était une période où les habitants de la région avaient l'habitude de fuir la chaleur étouffante des villes pour se réfugier dans les coins ombragés de la campagne. Le camping municipal de Sainte-Victoire, situé au pied de la montagne du même nom, était l'un de ces refuges appréciés des locaux. Créé dans les années 70, il s'étendait sur 15 hectares de pinèdes, offrant l'ombrage nécessaire pour supporter les fortes chaleurs estivales. Géré par la commune, il proposait des emplacements pour tentes et caravanes, ainsi que quelques chalets en location. L'ambiance y était familiale, loin du tourisme de masse des campings de la côte. C'est dans ce cadre idyllique que Célestin avait proposé à sa femme et à leur ami de passer un week-end de détente. Violette accumulait les heures supplémentaires à la maternité, l'été étant traditionnellement une période de forte natalité, et Isaline, dans son 7e mois de grossesse, commençait à ressentir la fatigue. Un week-end au grand air, avec des barbecues et des balades tranquilles, semblait être exactement ce dont elles avaient besoin. L'idée avait germé lors d'un dîner chez les Bonnard, le 15 juillet 2011. Isaline était venue seule, David étant parti couvrir un festival de musique dans les Cévennes. La soirée s'était prolongée tard, les 3 amis discutant de tout et de rien, comme ils en avaient l'habitude. Violette s'était montrée particulièrement attentive à Isaline, lui prodiguant des conseils médicaux pour bien vivre les derniers mois de sa grossesse. Célestin, quant à lui, avait ouvert une bouteille de Côtes-du-Rhône millésime 2008, décrivant avec passion les notes de fruits rouges et d'épices qui caractérisaient ce vin. Le vendredi 22 juillet 2011, vers 17h, Célestin Bonnard garait sa Peugeot 307 bleue métallisée sur le parking du camping municipal de Sainte-Victoire. Le soleil commençait à décliner derrière les pins parasols, mais la température atteignait encore 32 degrés. L'air vibrait de cette chaleur sèche caractéristique de la Provence en été, mélangée au parfum de résine et de thym sauvage. Violette sortit du véhicule en s'étirant, visiblement soulagée d'être arrivée. Le trajet depuis Aix-en-Provence n'avait duré qu'1 heure, mais la circulation dense de fin d'après-midi et la chaleur avaient rendu le voyage pénible. Elle portait une robe blanche légère et des sandales plates, ses cheveux bruns relevés en chignon pour supporter la chaleur. Isaline, elle, peinait visiblement à extirper son corps de 7 mois de grossesse de la banquette arrière. Sa robe de grossesse à fleurs bleues était froissée par le voyage, et elle avait ce teint légèrement rosé des femmes enceintes en été. Enfin de l'ombre et de la fraîcheur, soupira Isaline en s'appuyant contre la voiture. Sa main droite massait son bas du dos, geste devenu automatique depuis le début de son 3e trimestre. Célestin ouvrit le coffre et commença à décharger leurs affaires. Une tente familiale bleue et jaune, 3 sacs de couchage, un réchaud à gaz, des provisions pour le week-end et une glacière pleine de boissons fraîches. Il avait également apporté 2 bouteilles de rosé de Provence qu'il gardait dans sa cave personnelle, pensant que ce serait parfait pour accompagner les grillades du soir. L'accueil du camping était tenu par Michel Fabre, un homme de 55 ans au visage buriné par le soleil qui gérait l'établissement depuis bientôt 20 ans. Il connaissait la plupart des habitués et avait tout de suite reconnu le trio, qui venait régulièrement depuis 3 ans. Michel nota sur son registre
Emplacement 17, 3 personnes, arrivée 22 juillet 17h15. Vous êtes sur votre emplacement habituel, dit-il en tendant les clés des sanitaires. Il y a moins de monde que d'habitude ce week-end. Vous devriez être tranquille. Effectivement, le camping n'était rempli qu'à moitié. La crise économique de 2008 continuait de se faire sentir et beaucoup de familles avaient réduit leur budget vacances. Seule une quarantaine d'emplacements étaient occupés sur les 70 disponibles. L'emplacement 17 se trouvait dans la partie la plus ombragée du camping, sous de grands pins centenaires. Il était délimité par des petites bornes en béton et offrait suffisamment d'espace pour la tente familiale. Un point d'eau et une prise électrique étaient disponibles à proximité. Célestin avait choisi cet endroit lors de leur première visite parce qu'il était à la fois isolé et proche des sanitaires, parfait pour Violette qui n'aimait pas marcher trop loin la nuit. Le montage de la tente prit une vingtaine de minutes. Célestin s'occupait de la structure pendant que Violette organisait l'intérieur et qu'Isaline, assise sur un fauteuil pliant, dirigeait les opérations tout en se reposant. L'ambiance était détendue, ponctuée de rires et de plaisanteries. Isaline taquinait Célestin sur ses talents de campeur, lui rappelant qu'il avait monté la tente à l'envers lors de leur première sortie 3 ans plus tôt. Vers 19h, ils allumèrent le barbecue portable qu'ils avaient apporté. Célestin avait prévu un assortiment de saucisses de Toulouse, des côtelettes d'agneau et des légumes de saison. L'odeur de la viande grillée se mélangea aux senteurs de la pinède, créant cette atmosphère si particulière des soirées d'été en camping. D'autres campeurs préparaient également leur repas. À l'emplacement 15, la famille Rodriguez, José, 42 ans, Carmen, 38 ans et leurs 2 enfants de 8 et 12 ans installaient également leur barbecue. José était mécanicien à Marseille et ils venaient passer leurs vacances dans ce camping depuis 5 ans. Carmen échangea quelques mots avec Violette à propos des enfants et de la grossesse d'Isaline. À l'emplacement 20, il y avait Gérard et Monique Durand, un couple de retraités de 68 et 65 ans originaires de Lyon. Ils voyageaient en camping-car et s'arrêtaient dans différents campings de la région chaque été. Gérard était un ancien instituteur passionné de randonnée et Monique, ancienne infirmière, remarqua immédiatement l'état avancé de la grossesse d'Isaline. Le repas se déroula dans la bonne humeur. Célestin ouvrit une des bouteilles de rosé qu'il avait apportées, servant un verre à Violette et gardant le reste pour lui, Isaline ne buvant évidemment pas d'alcool. Ils discutèrent de leur projet pour le week-end. Une balade facile le lendemain matin vers les carrières de Bibémus, où Cézanne avait peint certaines de ses toiles les plus célèbres, puis une après-midi de détente au camping. Isaline évoqua son travail en cours sur un article concernant les conditions d'accouchement dans les hôpitaux publics de la région. Elle menait cette enquête depuis plusieurs mois, interrogeant des sages-femmes, des médecins et des patientes sur l'évolution des pratiques obstétricales. « C'est passionnant de voir comment votre métier évolue, » dit-elle à Violette. Les femmes ont des attentes complètement différentes de celles d'il y a 20 ans. Violette acquiesça, expliquant les changements qu'elle avait observés depuis le début de sa carrière. Les futurs parents étaient plus informés, plus exigeants, mais aussi parfois plus angoissés. « On passe beaucoup plus de temps à rassurer qu'avant, » dit-elle. « Mais c'est aussi très enrichissant professionnellement. » La soirée se prolongea jusque vers 23 heures. Ils éteignirent le barbecue, rangèrent la vaisselle et se préparèrent pour la nuit. Célestin vérifia que la tente était bien fermée et que leurs affaires étaient à l'abri. Isaline prit ses vitamines prénatales et fit quelques étirements recommandés par sa sage-femme. Violette appliqua de la crème anti-moustique, sachant que les insectes étaient particulièrement actifs près des points d'eau. Le samedi 23 juillet, ils se levèrent vers 8 heures. La fraîcheur matinale était agréable après la chaleur de la nuit. Célestin prépara le café sur le réchaud pendant que Violette et Isaline utilisaient des sanitaires et se préparaient pour la journée. Le camping s'animait doucement, les familles préparant leur petit déjeuner et organisant leurs activités. Michel Fabre faisait sa tournée matinale, vérifiant que tout allait bien pour ses campeurs. Il s'arrêta brièvement pour prendre des nouvelles du trio, s'enquérant notamment de la santé d'Isaline. « Tout va bien, merci Michel », répondit Violette.
Nous partons en balade ce matin, mais rien de trop fatigant pour madame, ajouta-t-elle en souriant vers son ami. Vers 9h30, ils quittèrent le camping à pied pour se rendre aux carrières de Bibémus. Le sentier, bien balisé, serpentait à travers la garrigue méditerranéenne. Isaline marchait lentement, s'arrêtant régulièrement pour reprendre son souffle et admirer le paysage. Célestin et Violette adaptaient leur rythme au sien, profitant de ces pauses pour observer la flore locale et écouter le chant des cigales qui commençait à résonner dans les pins. La balade dura environ 2 heures. Ils revinrent au camping vers midi, fatigués mais heureux de cette matinée au grand air. Isaline semblait particulièrement épanouie, répétant qu'elle était contente d'avoir fait cet effort physique qui lui faisait du bien. L'après-midi fut consacré au repos. Ils installèrent des chaises longues à l'ombre de leur emplacement. Célestin lut un magazine spécialisé dans l'œnologie. Violette feuilletait un roman qu'elle avait apporté et Isaline travaillait sur son ordinateur portable, retranscrivant des notes d'interview pour son article sur les maternités. Vers 15h, Isaline reçut un appel téléphonique de David, son compagnon. La conversation dura une vingtaine de minutes, et Célestin et Violette purent entendre qu'elle discutait de son travail, lui expliquant qu'elle avait rendez-vous lundi avec un médecin qui acceptait de témoigner anonymement sur certaines pratiques douteuses qu'il avait observées. « Tu te rends compte ?» dit-elle à ses amis après avoir raccroché. « Ce médecin m'a dit qu'il y avait des choses pas nettes dans certains établissements. Des adoptions arrangées, des pressions sur les jeunes mères célibataires. Il veut me donner des documents, mais il a peur des représailles. » Violette fronça les sourcils. « Dans notre région, c'est difficile à croire. Les protocoles sont très stricts maintenant. »« Justement, c'est bien le problème, » répondit Isaline. « Les protocoles officiels sont stricts, mais il y aurait des arrangements officieux. Ce médecin m'a parlé de femmes très jeunes ou en situation précaire qui accouchent sous X et dont les bébés sont ensuite adoptés par des couples qui ont payé pour passer devant les listes d'attente officielles. » La conversation dériva ensuite sur d'autres sujets, mais Violette garda cette information en tête. En tant qu'obstétricienne, elle connaissait bien les procédures d'adoption et savait à quel point les couples désireux d'adopter étaient nombreux par rapport au nombre d'enfants disponibles. Le samedi soir se déroula dans la même ambiance détendue que la veille. Ils dînèrent vers 20h, préparant une salade de tomates et de mozzarella accompagnée de pain grillé. Célestin ouvrit la seconde bouteille de rosé et la soirée s'étira paisiblement sous les étoiles de Provence. Vers 22h30, ils se retirèrent dans leur tente, fatigués par cette journée au grand air. Ce fut la dernière fois que quelqu'un les vit vivants. Le dimanche 24 juillet au matin, Michel Fabre remarqua que la voiture des Bonnard était toujours sur le parking, mais il n'y avait aucune activité autour de leur emplacement. Pensant qu'ils faisaient la grasse matinée après leur journée de randonnée, il ne s'inquiéta pas immédiatement. Ce n'est qu'en début d'après-midi, constatant que leur barbecue n'avait pas été utilisé pour le déjeuner et que leur tente restait fermée, qu'il décida d'aller vérifier. À 14h15, Michel s'approcha de l'emplacement 17 et appela doucement « Monsieur Bonnard, Madame, tout va bien ?» N'obtenant aucune réponse, il ouvrit prudemment la tente. Elle était vide. Les sacs de couchage étaient dépliés comme si les occupants venaient de se lever. Les affaires personnelles étaient encore là. Portefeuille, téléphone portable, clés de voiture, médicaments d'Isaline, tout était resté dans la tente. Michel contacta immédiatement la gendarmerie de Tretz, la brigade la plus proche du camping. Les gendarmes arrivèrent vers 15h, menés par l'adjudant-chef Laurent Meunier, un homme de 45 ans avec 20 ans d'expérience. Son premier réflexe fut de sécuriser la zone et d'interroger tous les campeurs présents. L'enquête révéla rapidement que personne n'avait vu le trio quitter le camping. Gérard Durand, le retraité lyonnais de l'emplacement 20, déclara avoir entendu des voix vers minuit 30 dans la nuit de samedi à dimanche, mais sans y prêter attention. C'était comme une conversation normale, rien d'alarmant, témoigna-t-il. Carmen Rodriguez, de l'emplacement 15, confirma avoir vu de la lumière dans leur tente jusque vers 23h le samedi soir. L'alerte fut donnée officiellement le dimanche 24 juillet à 16h.
David Marchand, le compagnon d'Isaline, fut le premier contacté. Il se trouvait encore dans les Cévennes pour son reportage photographique et n'avait pas cherché à joindre Isaline depuis leur conversation téléphonique de la veille. Quand il apprit la disparition, il quitta immédiatement son hôtel et fonça vers la Provence, arrivant au camping vers 21h. Les familles des disparus furent prévenues dans la soirée. Les parents de Célestin, Henri et Marguerite Bonnard, viticulteurs à Châteauneuf-du-Pape, arrivèrent vers 22h, accompagnés du frère cadet de Célestin, Julien, âgé de 28 ans. La mère de Violette, Françoise Girard, veuve et retraitée de l'enseignement, fit le trajet depuis Toulon, où elle vivait. Quant aux parents d'Isaline, ils habitaient en Bretagne et ne purent arriver que le lendemain matin. La gendarmerie organisa immédiatement des recherches. Dès l'aube du lundi 25 juillet, 40 gendarmes, accompagnés de maîtres chiens et d'un hélicoptère de la sécurité civile, ratissèrent un périmètre de 5 km autour du camping. Les équipes cynotechniques suivirent des pistes olfactives qui menaient vers le nord du camping, en direction de la départementale 93, puis se perdaient sur l'asphalte. Les investigations révélèrent rapidement que les trois amis n'avaient emporté aucune affaire avec eux. Leur téléphone portable, retrouvé dans la tente, n'avait enregistré aucun appel ni message après 22h15 le samedi soir. Les dernières communications d'Isaline avec David remontaient à 15h le samedi. Le portefeuille de Célestin contenait encore 320 € en liquide et celui de Violette 210 €. David Marchand était effondré. Cet homme de 31 ans, habituellement énergique et volubile, semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. Isaline était si heureuse de ce week-end, répétait-il aux enquêteurs. Elle se sentait enfin détendue. Nous avions prévu de choisir les derniers achats pour le bébé à son retour. Il expliqua que sa compagne travaillait sur un article important concernant les maternités, mais qu'elle ne lui avait donné aucun détail précis sur ses sources. Les parents de Célestin, Henri et Marguerite, étaient dans un état de choc total. Henri, homme de 62 ans au physique robuste forgé par des décennies de travail dans les vignes, pleurait ouvertement. « Mon fils adorait ce camping, disait-il. Il y venait depuis l'enfance avec nous. C'était son refuge, son endroit de paix. Comment quelque chose d'horrible a-t-il pu arriver ici ?» Marguerite, femme de 58 ans au visage buriné, mais aux yeux d'une douceur infinie, oscillait entre l'espoir et le désespoir. « Ils sont peut-être juste partis se promener plus loin que prévu, » murmurait-elle. « Violette est enceinte. Enfin, elle n'est pas enceinte, mais elle accompagne Isaline qui l'est. Peut-être qu'il y a eu un problème médical et qu'ils sont à l'hôpital quelque part. » L'enquête s'intensifia rapidement. Le capitaine de gendarmerie Sophie Lemaire, spécialisée dans les disparitions inquiétantes, prit la direction des opérations. Cette femme de 39 ans, mère de 2 enfants, était reconnue pour sa méticulosité et son empathie avec les familles. Elle établit son PC de commandement au camping même, interrogeant méthodiquement tous les témoins potentiels. Les recherches s'étendirent aux villages environnants, Sainte-Victoire, Traitz, Puy-Loubier, Bourqueuil. Les gendarmes vérifièrent tous les hôpitaux de la région, pensant qu'Isaline avait peut-être eu un problème lié à sa grossesse. Ils contactèrent les services d'urgence, les cliniques privées, même les cabinets médicaux de garde. Aucune trace. Le mardi 26 juillet, l'enquête prit une nouvelle dimension avec l'arrivée de la police judiciaire de Marseille. Le commandant Marc Benedetti, officier expérimenté de 48 ans, était spécialisé dans les affaires criminelles. Sa présence signifiait que les autorités commençaient à envisager sérieusement une piste criminelle. Benedetti ordonna une fouille approfondie de la tente et des affaires des disparus. Les techniciens de l'identité judiciaire relevèrent toutes les empreintes, analysèrent les téléphones portables et examinèrent chaque objet au microscope. Ils découvrirent quelque chose d'intrigant. L'ordinateur portable d'Isaline contenait des fichiers concernant son enquête sur les maternités. Mais plusieurs dossiers semblaient avoir été consultés récemment, après sa dernière sauvegarde connue. L'analyse informatique
révéla qu'Isaline avait reçu un email le samedi 23 juillet à 23h45, soit 20 minutes après qu'elle se soit couchée selon les témoignages. L'email provenait d'une adresse anonyme et contenait simplement « Document prêt, rendez-vous urgent dimanche matin, 7h, parking nord. Venez seul, Dr M ». Cette découverte bouleversa l'enquête. Isaline avait-elle quitté la tente durant la nuit pour rencontrer ce mystérieux Dr M? Et que s'était-il passé ensuite? Pourquoi Célestin et Violette avaient-ils disparu également? David confirma que sa compagne lui avait parlé d'un médecin qui acceptait de témoigner anonymement, mais qu'elle n'avait jamais mentionné son nom. Elle était très prudente avec ses sources, expliqua-t-il. Elle ne me donnait jamais de détails avant d'être sûre de tenir quelque chose de solide. Les semaines qui suivirent furent un calvaire pour les familles. Les recherches se poursuivirent avec moins d'intensité, mais l'espoir demeurait. Henri et Marguerite Bonnard s'installèrent temporairement dans un hôtel de Tretz pour rester près du lieu de l'enquête. David prenait des congés sans solde pour participer aux battues organisées par des bénévoles. Françoise Girard, la mère de Violette, ne retournait à Toulon que pour s'occuper de ses démarches administratives avant de revenir aussitôt. L'été 2011 se transforma en cauchemar pour ces familles. Les médias locaux relataient régulièrement l'affaire. La presse nationale s'y intéressa brièvement, mais sans nouveaux éléments. L'attention du public diminua progressivement. Seules les familles continuaient à espérer, à chercher, à interroger. Françoise Girard, ancienne institutrice habituée à résoudre les problèmes, mena sa propre enquête parallèle. Elle contacta tous les collègues de sa fille à la maternité, essayant de comprendre si Violette avait remarqué quelque chose d'anormal dans son travail. « Ma fille était très observatrice », répétait-elle. « Si quelque chose clochait dans son service, elle l'aurait forcément remarqué. » Dr Alain Roussel, chef du service obstétrique où travaillait Violette, fut interrogé à plusieurs reprises. Cet homme de 54 ans, respecté dans la profession, affirma n'avoir jamais remarqué de dysfonctionnement dans son service. « Violette était une excellente praticienne », déclarait-il. Très appréciée de ses collègues et de ses patientes. Je ne vois vraiment pas pourquoi quelqu'un lui voudrait du mal. Cependant, quelques sages-femmes du service confièrent officieusement à Françoise que Violette avait posé des questions inhabituelles ces derniers mois. Elle s'était notamment intéressée aux procédures d'accouchement sous X et aux modalités de suivi des adoptions. Elle disait que c'était pour aider une amie journaliste, raconta Sylvie Moreau, sage-femme depuis 15 ans, mais elle semblait vraiment préoccupée par certains aspects administratifs. L'automne arriva sans nouvelles. David Marchand vivait un enfer psychologique. Non seulement il avait perdu la femme de sa vie, mais il ne connaîtrait jamais son enfant. Il consulta un psychologue pour gérer sa culpabilité de ne pas avoir été présent ce week-end-là. « Si j'avais été avec eux, rien ne serait arrivé », se répétait-il constamment. Les parents de Célestin tentèrent de maintenir leur exploitation viticole, mais leur cœur n'y était plus. Henri avait perdu 15 kilos et semblait avoir vieilli de 10 ans. Marguerite ne dormait plus, sursautant au moindre bruit nocturne, espérant toujours voir revenir son fils. Leur fils cadet, Julien, avait pris un congé de son travail d'ingénieur à Lyon pour aider ses parents et soutenir les recherches. L'hiver 2011-2012 fut particulièrement difficile. Les recherches officielles furent suspendues en raison des conditions météorologiques, mais les familles n'abandonnaient pas. Elles organisèrent des battues avec des bénévoles chaque week-end, ratissant inlassablement la campagne environnante. En mars 2012, soit 8 mois après la disparition, l'enquête officielle fut classée sans suite faute d'éléments nouveaux. Cette décision déchira les familles. David intenta un recours juridique réclamant la poursuite des investigations. Il engagea un détective privé, Pierre Castellano, ancien policier reconverti, pour continuer les recherches. Castellano mena ses propres investigations pendant 6 mois. Il retrouva la trace du mystérieux Dr M grâce à l'analyse approfondie des communications d'Isaline. Il s'agissait probablement du docteur Michel Aubry, gynécologue retraité de 68 ans, ancien praticien de l'hôpital de Marseille. Mais quand Castellano tenta de le contacter,
Il apprit que l'homme était décédé dans un accident de voiture 3 semaines après la disparition du trio. Cette coïncidence troublante relança brièvement l'intérêt des enquêteurs, mais l'accident du docteur Aubry avait été analysé comme un simple dérapage dans un virage de montagne, sans lien apparent avec l'affaire des disparus. Les années s'écoulèrent lentement. David finit par déménager à Paris, incapable de supporter plus longtemps la Provence, qui lui rappelait trop de souvenirs douloureux. Il se reconvertit dans la photographie corporative, abandonnant le reportage qui avait été sa passion. « Je ne supporte plus de chercher la vérité », confia-t-il à ses proches. Henri Bonnard mourut d'un infarctus en décembre 2015, à l'âge de 66 ans. Les médecins parlèrent d'épuisement cardiaque, mais sa famille savait que c'était le chagrin qui l'avait tué. Marguerite continua seule l'exploitation viticole avec l'aide de Julien, mais leur cœur n'était plus dans le travail. Françoise Girard, malgré ses 70 ans passés, n'avait jamais renoncé. Elle avait constitué un dossier de plus de 300 pages, recoupant tous les témoignages, toutes les pistes, tous les éléments de l'enquête. Chaque anniversaire de la disparition, elle organisait une cérémonie au camping de Sainte-Victoire, espérant toujours que quelqu'un se manifesterait avec de nouvelles informations. Le mercredi 23 mars 2022, Jean-Luc Peretti, conducteur d'engins de chantier pour l'entreprise Vinci Construction, entamait sa 10e journée de travaux sur l'élargissement de la départementale 93. Ce projet, lancé par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, visait à sécuriser cette route étroite et sinueuse qui reliait Tretz à Sainte-Victoire, devenue dangereuse avec l'augmentation du trafic touristique. Jean-Luc, homme de 43 ans, originaire de Marseille, conduisait les pelleteuses depuis 20 ans. Il connaissait par cœur les sols de la région, sachant distinguer la composition calcaire typique de la Provence des veines d'argile, qui nécessitait des précautions particulières. Ce matin-là, vers 6h45, il attaquait une nouvelle section située à exactement 2 km et 400 mètres du camping municipal. La météo était particulièrement clémente pour un mois de mars. La température atteignait déjà 16 degrés et le Mistral de la veille avait chassé tous les nuages, laissant place à un ciel d'un bleu profond. Jean-Luc appréciait ces matinées où il pouvait travailler dans le calme, avant que la circulation ne devienne dense et que les riverains ne commencent à se plaindre du bruit. Il commença par dégager la végétation sur une bande de 3 mètres de large. Les ronces, les chênes verts et les pins parasols avaient colonisé cet espace depuis des décennies, créant un talus naturel qui masquait la vue des automobilistes dans les virages. Son travail consistait à niveler ce talus pour élargir la chaussée et améliorer la visibilité. Vers 7h15, la godette de sa pelleteuse Caterpillar heurta quelque chose de dur à environ 1,50 m de profondeur. Habitué aux pierres calcaires et aux racines d'arbres, Jean-Luc ne s'alarma pas immédiatement. Il changea l'angle d'attaque de son godet pour contourner l'obstacle, mais celui-ci s'étendait sur une surface beaucoup plus large que prévu. « Encore un vieux muret ou une canalisation oubliée » marmonna-t-il en coupant le moteur de son engin. Il descendit de sa cabine pour examiner l'obstruction de plus près. Ce qu'il découvrit dans la terre fraîchement remuée le figea sur place. Un morceau de tissu bleu délavé dépassait de la terre ocre. À côté, quelque chose de blanc et brillant qui ressemblait à un os. Jean-Luc, père de 3 enfants, reconnut immédiatement ce qu'il avait devant les yeux. Ses mains se mirent à trembler tandis qu'il sortait son téléphone portable pour appeler son chef de chantier. « Patrick, c'est Jean-Luc. Il faut que tu viennes immédiatement sur la section 3. Et appelle les flics. Je crois qu'on a un problème. » Patrick Lombardi, chef de chantier de 52 ans, arriva sur place 10 minutes plus tard. En découvrant la situation, il ordonna immédiatement l'arrêt de tous les travaux sur cette section et contacta la gendarmerie de Tretz. Les gendarmes arrivèrent à 8 heures précises, menés par l'adjudant-chef Thierry Blanc, qui avait remplacé Laurent Meunier parti à la retraite 2 ans plus tôt. Blanc sécurisa immédiatement la zone et contacta la police judiciaire de Marseille. L'expérience lui avait appris qu'une découverte de restes humains nécessitait toujours l'intervention des spécialistes.
Il établit un périmètre de sécurité de 50 mètres autour du site et fit venir une tente pour protéger les éventuelles preuves des intempéries. Le commandant Marc Benedetti, toujours en poste à la PJ de Marseille, fut alerté vers 9 heures. Quand il apprit la localisation exacte de la découverte, un frisson lui parcourut l'échine. Cette zone se trouvait exactement sur le trajet que les 3 disparus auraient pu emprunter s'ils avaient quitté le camping à pied en direction du nord vers la départementale. Benedetti arriva sur place à 10h30, accompagné du médecin légiste Dr Catherine Mercier et de l'équipe de l'identité judiciaire. Dr Mercier, femme de 46 ans spécialisée dans l'anthropologie médico-légale, examina immédiatement les restes visibles sans les déplacer. « Nous avons au minimum 2 squelettes, annonça-t-elle après un premier examen. La position suggère qu'ils ont été enterrés intentionnellement. Il va falloir procéder à une fouille archéologique complète pour préserver toutes les preuves. » L'équipe de fouille, dirigée par l'archéologue judiciaire Dr Philippe Roux, s'installa sur le site. Le travail de dégagement prendrait plusieurs jours, chaque centimètre de terre devant être tamisé et analysé. Dr Roux, homme méticuleux de 50 ans, avait participé à l'exhumation de nombreux charniers et savait que la moindre négligence pouvait faire perdre des preuves cruciales. Le premier jour de fouille révéla l'ampleur de la découverte. Non pas 2, mais 3 squelettes étaient enterrés dans cette fosse d'environ 3 mètres sur 2 et 2 mètres de profondeur. La disposition des corps suggérait qu'ils avaient été placés avec un certain soin, pas jetés négligemment. Dr Mercier découvrit rapidement des éléments troublants. L'un des squelettes était manifestement celui d'une femme enceinte, les restes du fœtus étant encore visibles dans la cavité pelvienne. Un autre détail la frappa. L'une des vertèbres cervicales du squelette masculin présentait une entaille nette, suggérant un coup porté avec un objet tranchant. Le deuxième jour, les fouilles révélèrent des objets personnels qui allaient permettre l'identification formelle. Une alliance en or blanc gravée « Célestin et Violette pour toujours » fut extraite délicatement de la terre. Un stéthoscope médical, même partiellement corrodé, était reconnaissable. Mais surtout, un portefeuille en cuir contenant encore une carte d'identité plastifiée au nom de Célestin Bonnard, né le 15 avril 1979. Cette découverte bouleversa Benedetti. Après 11 ans d'interrogation, les familles allaient enfin savoir ce qui était arrivé à leurs proches. Mais cette révélation ouvrait également une enquête pour triple homicide, car il était désormais évident que Célestin, Violette et Isaline avaient été assassinés. La nouvelle de la découverte se répandit comme une traînée de poudre dans la région. Le journal local, La Provence, titrait en une: les 3 disparus du camping retrouvés morts 11 ans après. Les télévisions régionales dépêchèrent leurs équipes sur place, transformant le petit chantier de la départementale en cirque médiatique. David Marchand apprit la nouvelle par un coup de téléphone de Françoise Girard, qui avait été prévenue officiellement par la gendarmerie. Il était en réunion dans son bureau parisien quand son téléphone sonna. « David !» dit simplement la voix de la vieille dame. « Ils les ont retrouvés, ils sont morts. » Il s'effondra sur sa chaise, 11 ans d'espoir et d'angoisse s'écroulant d'un coup. Marguerite Bonnard, désormais âgée de 69 ans, reçut la visite personnelle du commandant Benedetti. Quand elle ouvrit la porte de sa maison de Châteauneuf-du-Pape et vit l'expression grave du policier, elle comprit immédiatement. « Mon Célestin !» murmura-t-elle, avant de s'évanouir dans les bras de son fils Julien. Les analyses médico-légales confirmèrent rapidement l'identité des 3 victimes, grâce au dossier dentaire et à l'ADN. Dr Catherine Mercier établit que la mort remontait effectivement à une période compatible avec leur disparition en juillet 2011. Plus troublant encore, ces examens révélèrent que les 3 personnes avaient été tuées de manière différente. Célestin avait reçu un coup violent à la base du crâne, probablement avec un objet contondant, avant d'être achevé par une lame qui avait sectionné sa 3e vertèbre cervicale. Violette présentait des fractures multiples du crâne, suggérant plusieurs coups portés avec acharnement. Quant à Isaline, l'analyse était plus complexe en raison de sa grossesse, mais les indices pointaient vers un étranglement.
Ces révélations horrifièrent les familles et choquèrent l'opinion publique régionale. Il ne s'agissait pas d'un accident ou d'un crime passionnel, mais d'un triple meurtre planifié et exécuté avec une violence froide. L'enquête prenait désormais une dimension autrement plus sombre. Benedetti reconstitua minutieusement les dernières heures des victimes. L'email reçu par Isaline le samedi soir provenait d'une adresse IP qui avait été soigneusement masquée, mais les experts informatiques de la police scientifique parvinrent à remonter la piste. L'ordinateur utilisé se trouvait dans un cybercafé de Marseille, établissement qui avait fermé depuis longtemps et dont les enregistrements de surveillance avaient été détruits. Cependant, une piste nouvelle émergea des témoignages recueillis 11 ans plus tôt. Benedetti demanda à ses équipes de reprendre tous les interrogatoires et un détail insignifiant à l'époque prit soudain une importance capitale. Gérard Durand, le retraité de l'emplacement 20, avait mentionné avoir entendu un véhicule démarrer vers 1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. « Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention », expliqua-t-il lors de son nouvel interrogatoire. « Les gens vont et viennent, surtout l'été, mais maintenant que j'y repense, c'était un moteur diesel, assez puissant. Pas le genre de voiture qu'on s'attend à voir au camping. » Cette information fit écho à un autre témoignage négligé à l'époque. Un habitant de Sainte-Victoire, insomniaque chronique, avait déclaré avoir vu un véhicule utilitaire blanc circuler dans le village vers 1h30 du matin ce dimanche. Le véhicule se dirigeait vers la départementale 93, exactement dans la direction où les corps avaient été découverts. Benedetti fit analyser tous les véhicules utilitaires blancs immatriculés dans la région en 2011. La liste était longue, entreprises de bâtiments, artisans, livreurs, professionnels de santé. Un nom attira particulièrement son attention. Dr Alain Roussel, chef du service obstétrique où travaillait Violette, possédait un Renault Master blanc pour transporter son matériel médical lors de ses consultations à domicile. Cette coïncidence intrigua l'enquêteur. Il décida d'approfondir les investigations sur l'entourage professionnel de Violette, piste qui avait été explorée superficiellement 11 ans plus tôt. Les nouveaux interrogatoires du personnel de la maternité révélèrent des informations troublantes que les témoins n'avaient pas osé révéler à l'époque. Sylvie Moreau, la sage-femme, accepta finalement de parler ouvertement. Violette avait remarqué des irrégularités dans certains dossiers d'accouchement sous X. Des femmes très jeunes qui accouchaient et dont les bébés étaient adoptés dans des délais anormalement courts. Elle m'en avait parlé parce qu'elle trouvait ça bizarre. Une autre sage-femme, Nathalie Blanc, confirma ces observations. Il y avait des couples qui venaient visiter la maternité avant même qu'un bébé soit disponible pour adoption. Comme s'ils savaient à l'avance qu'un enfant allait naître et être abandonné. Dr Roussel nous disait que c'était normal, que ces couples étaient sur liste d'attente depuis longtemps. Benedetti demanda l'examen complet des dossiers d'adoption gérés par le service entre 2009 et 2011. L'analyse révéla un schéma troublant. 23 adoptions avaient été réalisées dans des délais inhabituellement courts, toutes concernant des mères mineures ou en grande précarité sociale. Plus inquiétant encore, plusieurs de ces adoptions avaient bénéficié à des couples fortunés qui avaient fait des dons importants à l'association Espoir Maternel, une fondation présidée par Dr Roussel et censée aider les femmes en difficulté. Les montants de ces dons, variant entre 50 000 et 100 000 euros, étaient largement supérieurs aux frais légaux d'adoption. L'enquête se resserra autour d'Alain Roussel. Cet homme de 65 ans, respecté dans le milieu médical marseillais, vivait dans une villa cossue des quartiers sud de Marseille. Marié depuis 30 ans à une ancienne infirmière, père de 2 enfants devenus médecins, il jouissait d'une réputation irréprochable. Pourtant, les preuves s'accumulaient contre lui. L'analyse de ses comptes bancaires révéla des mouvements financiers suspects. Entre 2009 et 2011, il avait reçu des virements importants de couples adoptants, officiellement présentés comme des dons à sa fondation. Ces sommes étaient ensuite redistribuées vers des comptes offshore aux îles Caïmans.
Benedetti découvrit également que Roussel connaissait personnellement Michel Aubry, le mystérieux Dr M, décédé dans l'accident de voiture. Les deux hommes avaient travaillé ensemble à l'hôpital de Marseille dans les années 90, avant qu'Aubry ne prenne sa retraite anticipée pour raisons de santé. Les investigations révélèrent qu'Aubry souffrait depuis des années de problèmes financiers liés à des investissements hasardeux. Sa pension de retraite ne suffisait plus à maintenir son train de vie et il était criblé de dettes. Roussel lui avait proposé un arrangement. En échange de sa collaboration pour identifier les femmes enceintes en situation de détresse, Aubry recevait une commission sur chaque adoption arrangée. Le système était diablement efficace. Aubry, fort de son expérience en gynécologie, identifiait les futures mères vulnérables. Adolescentes issues de familles désorganisées, femmes immigrées sans papier, victimes de violences conjugales. Il orientait ensuite ces femmes vers la maternité dirigée par Roussel, où elles étaient prises en charge avec une sollicitude apparente. Une fois les bébés nés et officiellement abandonnés, Roussel les proposait discrètement à des couples fortunés qui acceptaient de payer des sommes considérables pour éviter les longues procédures d'adoption traditionnelles. L'argent transitait par l'association caritative, donnant une apparence légale à ces transactions illégales. Le réseau fonctionnait parfaitement depuis plus de 3 ans quand Isaline Poulain commença son enquête journalistique. Sa grossesse et son amitié avec Violette lui donnaient un accès privilégié aux informations de la maternité. Petit à petit, elle découvrit les irrégularités que Violette avait signalées. Isaline était une journaliste tenace et méthodique. Elle recoupait ses informations, vérifiait ses sources, constituait un dossier solide avant de publier. Malheureusement pour elle, ces investigations attirèrent l'attention d'Aubry, qui la contacta en se faisant passer pour un témoin désireux de l'aider. Le piège se referma le samedi 23 juillet 2011. Aubry envoya l'email depuis le cybercafé marseillais, proposant un rendez-vous urgent avec des documents compromettants. Isaline, malgré sa grossesse avancée, ne pouvait résister à l'appât du scoop qui couronnait des mois d'investigation. Elle quitta discrètement la tente vers minuit 30, pensant retrouver son informateur au parking nord du camping. Célestin et Violette, inquiets de ne pas la voir revenir après 1 heure, partirent à sa recherche. Ils tombèrent dans le piège tendu par Aubry et Roussel. La reconstitution des événements, basée sur l'analyse de la scène de crime et les aveux ultérieurs, révéla l'horreur de cette nuit. Aubry et Roussel avaient prévu d'enlever Isaline pour la faire taire définitivement. Mais l'arrivée imprévue de ces 2 amis avait compliqué la situation. Pris de panique, les 2 hommes tuèrent d'abord Célestin, qui tentait de protéger les 2 femmes. Violette fut ensuite brutalement assassinée alors qu'elle suppliait pour la vie d'Isaline et de son bébé. Enfin, Isaline fut étranglée, malgré ses supplications et ses promesses de garder le silence. Les corps furent transportés dans l'utilitaire de Roussel jusqu'au lieu d'enfouissement, soigneusement choisi pour sa discrétion et l'absence de passage. Les 2 hommes creusèrent la fosse et enterrèrent leurs victimes, pensant que leur crime ne serait jamais découvert. Aubry ne supporta pas longtemps le poids de sa culpabilité. Rongé par les remords et la peur d'être découvert, il développa des troubles psychologiques qui affectèrent sa conduite automobile. Son accident de voiture, 3 semaines après le crime, ne fut probablement pas entièrement accidentel. Roussel, plus endurci, continua à diriger son service comme si de rien n'était. Il participa même aux recherches officieuses organisées par les familles, jouant le rôle du collègue attentionné et inquiet. Pendant 11 ans, il vécut avec ses secrets, continuant son trafic d'adoption avec d'autres complices. L'arrestation d'Alain Roussel eut lieu le 15 mai 2022, soit presque 11 mois après la découverte des corps. Benedetti et son équipe avaient minutieusement constitué un dossier accablant, ne laissant aucune place au doute. L'intervention se déroula à son domicile, en présence de sa femme et de ses enfants, médusés d'apprendre la véritable nature des activités de leur époux et père. Roussel, homme de 65 ans aux cheveux blancs et au regard fuyant, s'effondra psychologiquement dès les premières questions.
Confronté aux preuves matérielles et aux témoignages, il avoua intégralement son implication dans le réseau d'adoptions illégales et dans le triple meurtre. « Nous ne voulions pas les tuer », répéta-t-il lors de ses aveux. « Tout a mal tourné. Isaline devenait trop curieuse. Elle allait tout faire écrouler. Nous avons paniqué quand les deux autres sont arrivés. Michel était complètement affolé. Il frappait partout. » Les aveux de Roussel révélèrent l'ampleur du réseau criminel. En 3 ans, entre 2009 et 2012, ils avaient organisé 42 adoptions illégales, générant un bénéfice de plus de 2 millions d'euros. L'argent servait à financer le train de vie luxueux de Roussel et à rembourser les dettes d'Aubry. L'enquête permit également d'identifier les autres complices. 2 sages-femmes et un administratif de l'hôpital étaient impliqués dans la falsification des dossiers. Plusieurs couples adoptants furent également poursuivis pour complicité, ayant consciemment participé à ces adoptions frauduleuses en payant des sommes anormalement élevées. Le procès s'ouvrit devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en septembre 2023. L'affaire, largement médiatisée, bouleversa l'opinion publique française. Comment un réseau si sordide avait-il pu fonctionner pendant des années dans une maternité publique respectée? David Marchand, désormais âgé de 42 ans, assista à toutes les audiences. 12 ans après la mort d'Isaline, il découvrait enfin la vérité sur l'assassinat de la femme qu'il aimait et de leur enfant à naître. Isaline est morte pour avoir voulu révéler la vérité, déclara-t-il à la barre. Elle, qui rêvait de devenir mère, a été tuée par ceux qui vendèrent des bébés. Marguerite Bonnard, malgré ses 70 ans et sa santé fragile, tint à témoigner pour son fils. « Célestin était généreux et bon, dit-elle d'une voix brisée. Il est mort en essayant de protéger ses amis. Il ne méritait pas ça. » Françoise Girard, la mère de Violette, âgée de 75 ans, livra un témoignage poignant. « Ma fille aidait les femmes à donner la vie. Elle a été tuée par un homme qui faisait commerce de la vie. Il n'y a pas de châtiment assez sévère pour un tel crime. » Les témoignages des victimes collatérales furent également bouleversants. Plusieurs femmes qui avaient été contraintes d'abandonner leurs enfants dans le cadre de ce réseau témoignèrent de la manipulation psychologique qu'elles avaient subie. Certaines, très jeunes à l'époque, avaient été convaincues qu'elles étaient incapables d'élever leur enfant, alors qu'elles auraient pu bénéficier d'un soutien social approprié. L'expertise psychiatrique de Roussel révéla une personnalité perverse, narcissique, capable de manipuler son entourage tout en gardant une façade respectable. Malgré ses aveux, il tenta de minimiser sa responsabilité, rejetant la faute sur Aubry qu'il présentait comme le véritable instigateur du réseau. Le procureur de la République, dans son réquisitoire, qualifia cette affaire de « trahison absolue de la mission médicale ». Il souligna que Roussel avait détourné sa position de confiance pour s'enrichir sur la détresse des femmes les plus vulnérables, n'hésitant pas à tuer pour protéger ses intérêts. Le verdict tomba le 12 octobre 2023. Alain Roussel fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Les autres complices écopèrent de peines allant de 8 à 15 ans de prison. Les couples adoptants complices furent condamnés à des peines de prison avec sursis et à de lourdes amendes. Au-delà des condamnations pénales, l'affaire eut des répercussions importantes sur le système de santé français. Le ministère de la Santé renforça les contrôles sur les procédures d'adoption et créa une commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements des services d'obstétrique. Une stèle commémorative fut érigée à l'emplacement où furent découverts les corps, portant l'inscription « À la mémoire de Célestin Bonnard, Violette Bonnard et Isaline Poulain, victimes de leur générosité et de leur quête de vérité. » David Marchand créa une association pour aider les familles de victimes de crimes non élucidés, baptisée Isaline, en mémoire de sa compagne. Marguerite Bonnard légua une partie de l'exploitation familiale pour financer cette association, estimant que c'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait faire à la mémoire de son fils. Françoise Girard, malgré son grand âge, continua à militer pour l'amélioration des droits des femmes enceintes en situation de détresse.
Elle répétait inlassablement que la meilleure façon d'honorer la mémoire de sa fille était de s'assurer qu'aucune femme ne soit plus jamais contrainte d'abandonner son enfant par manque de soutien. L'enquête révéla finalement que 42 enfants avaient été vendus par ce réseau. 28 purent être identifiés et pour ceux qui le souhaitaient, des procédures de recherche de leurs parents biologiques furent engagées. Certaines de ces retrouvailles furent heureuses, d'autres douloureuses, mais toutes permirent de rétablir une part de vérité dans des vies bâties sur le mensonge. Alain Roussel mourut en prison en mars 2026, victime d'un infarctus. Il avait 69 ans. Jusqu'au bout, il avait refusé de révéler l'identité de tous ses complices, emportant certains secrets dans sa tombe. Malgré cela, son décès marqua pour les familles des victimes la fin définitive d'un chapitre tragique de leur existence. Cette affaire resta dans les annales criminelles françaises comme l'un des cas les plus sordides de trafic d'êtres humains, impliquant le milieu médical. Elle rappela cruellement que la corruption peut gangrener même les institutions les plus respectées, et que le prix de la vérité peut parfois être payé au prix de vies innocentes. Cette tragédie nous montre comment la vulnérabilité des plus faibles peut être exploitée par ceux-là même qui sont censés les protéger. Célestin, Violette et Isaline sont morts pour avoir eu le courage de chercher la vérité dans un monde où certains préfèrent l'enterrer. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous perçu les signes avant-coureurs tout au long du récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos investigations. Laissez un like si ce cas vous a touché et partagez cette histoire avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles réelles.